Bonjour tout le monde, bienvenue à ce travail pratique 7 qui est pré-enregistré, comme qui était mentionné. En fait, ça remplace l'enregistrement, le TP du 12 novembre, qui aurait lieu habituellement le matin de 10h à 11h30. Donc, au menu pour aujourd'hui, on a, je vais me tasser un petit peu. Donc ici, 4.15, 4.18, 5.1 et 5.5. Donc, c'est les exercices que j'ai prévu de faire pour le TP du TP7. Donc, commençons avec le premier. X dx est un espace métrique compact, y est un espace métrique et f est une application continue de x vers grand y. Donc, ça, c'est nos hypothèses. On veut montrer que f de x est un sous-ensemble compact de grand y. Euh, Cette fois-ci, on avait fait en classe avec je crois, les suites avec la propriété de Bolzano-Weierstrass. Mais cette fois-ci, on va juste montrer que l'image est compacte en montrant qu'il a la propriété d'Héné-Borel. On sait quoi? Un petit rappel de c'est quoi la propriété d'Héné-Borel? C'est que si j'ai un recouvrement ouvert de mon ensemble, dans ce cas-ci, f de x est recouvert par des ouverts, alors je peux en extraire un nombre fini qui va encore recouvrir mon ensemble, ici l'image. Donc, ça va être l'union des G égale 1, G égale 1 jusqu'à grand N des hauts J. Donc, on doit se prendre un recouvrement arbitraire et montrer qu'on peut en extraire un sous-recouvrement fini. Donc, c'est ce qu'on va faire pour montrer que l'image est compacte. Donc, soit j'ai un recouvrement ouvert de f de grand X. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, notre f de grand X va être un sous-ensemble de l'union des ouverts de notre famille G. Donc, c'est à partir c'est de ce recouvrement-là qu'on veut extraire un nombre fini. Donc, comment qu'on va faire, en fait, c'est on va utiliser l'image inverse et avec une petite identité. Donc, ici, hein, remarquons que grand X, en fait, ça s'écrit comme f-1 de f de grand X. Ça, c'est une identité pour l'image inverse. Et l'image inverse a la propriété que si on a, disons, ça ici, A, est inclus dans B, qui est ici, à droite. Donc, si A est inclus dans B, l'image inverse de A est incluse dans l'image inverse de B. Donc ça va impliquer que l'image inverse de f de x est incluse dans l'image inverse de l'union sur les ouverts de la famille G. Et là, il y a une autre identité de l'image inverse, c'est que l'union peut la sortir. Donc, ça va devenir l'union sur mes ouverts de la famille G, l'image inverse de ces ouverts-là. Donc là, ce qu'on obtient, en fait, c'est que x est inclus dans l'union de f-1 de O. Et puis là, f-1 de O, comme notre application f est continue, ça va rester des ouverts. Puis ici, hein, on a des ouverts de f de x, donc on pourrait dire, peut-être que ça marche pas parce qu'on n'a pas des ouverts de grand Y. Actuellement, une application continue va prendre des ouverts de grand Y dans l'image inverse. Et on va encore obtenir des ouverts de X. Mais ici, il y a une petite twist à faire, dans le fond. C'est que pour O, pour être sûr que f-1 de O soit des ouverts de X, il faut prendre l'image inverse d'ouvert de grand Y. Et donc, l'astuce ici, comme O est un ouvert de f de grand X, là, on va utiliser le fait que chaque ouvert d'un sous-espace métrique peut s'exprimer comme l'intersection du sous-espace métrique avec un ouvert de grand Y, le plus grand espace métrique. Donc ici, il existe, disons, comment qu'on va les appeler, un U.
un sous-ensemble de grand Y ouvert tel que O va s'exprimer comme U intersection F de grand X. Et puis là, ça c'est magnifique parce que dans le fond, F-1 se comporte bien sous l'intersection. Donc, ce qu'on va obtenir, c'est en fait F-1 de O, c'est égal à F-1 de U, intersection F-1 de intégrant X. Et ça, c'est égal à F-1 de U, intersection grand X. Et là, ben, ça nous donne juste F-1 de U. Donc, finalement, nos F-1 de O sont égales, en fait, à F-1 de U. Donc, finalement, ce que ça nous donne, c'est que X va être inclus dans un nouveau recouvrement. Donc, si, dans le fond, je vais appeler ça O inclus, qui appartient à la famille G de F-1 de U indice O. OK? Donc, je vais mettre juste des petits indices juste pour dire que mon U, il dépend, bien sûr, du ouvert O qui nous est donné. Et donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est que on vient recouvrir X par une famille d'ouverts de X. Puis on sait que U de O est un ouvert de grand Y. Donc l'image inverse par une application continue devient un ouvert de grand X. Et donc on peut maintenant en extraire un sous-recouvrement fini parce que par hypothèse, X est compact. Donc comme X est compact, il existe un entier N dans les naturels tel que grand X est inclus dans l'union des G égale 1 jusqu'à grand N de F-1 de U au J. Donc, la notation n'est pas extraordinaire, mais ça va être suffisant pour conclure. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? L'idée, hein, c'est qu'on sait que chaque U de O s'écrit comme F-1 de O. Donc, qu'est-ce qu'on va finalement dire? C'est que ça va être égal au J égale 1 jusqu'à grand N des F-1 de OJ. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre maintenant l'image, et l'image, heureusement, se comporte bien sous inclusion. Ça va préserver l'inclusion. Donc, en prenant l'image, en prenant l'image, ça va faire f de grand X est inclus dans f de l'union des G égale 1 jusqu'à grand N des f-1 des OJ. Et puis là, c'est là que l'image de l'union, ça se comporte bien. C'est l'intersection qui est pas une égalité, mais avec l'union, on préserve l'égalité. Donc, ça devient on peut distribuer le F sur l'union en préservant l'égalité. Donc, l'union des J égale 1 jusqu'à grand N de F, F-1 des OJ. Et puis là, une identité pour prendre l'image de l'image inverse, ça nous dit que ça, c'est inclus dans OJ. Donc, il y a 1 jusqu'à grand N, comme c'est ici. Donc ici, hein, j'ai utilisé l'identité que f-1 de A est inclus dans A pour cette partie-là. Donc finalement, qu'est-ce qu'on vient de faire? On est parti d'un recouvrement ouvert arbitraire de f de x. On en a extrait un nombre fini qui recouvre encore f de x. Donc comme G, notre recouvrement ouvert était arbitraire, l'image de x a la propriété de N-Borel ou Ein-Borel. Et ça conclut l'exercice.
vous voyez ici, hein, c'est une autre façon de faire qui est différente de celle qu'on a fait pendant le cours. Parfait, on peut passer au prochain numéro. Donc, prochain numéro, c'est le dernier de la série d'exercices. Donc, considérons l'ensemble C0, l'intervalle 0,1, et on définit les ensembles Cn pour un n plus grand ou égal à 0, plus grand ou égal à 1, comme ceci. Donc, 1 tiers fois l'ensemble précédent Cn-1, union 1 tiers fois l'ensemble précédent Cn-1, plus 2 tiers. Ici, A fois X, dans le fond, quand on multiplie un ensemble par un nombre, et c'est défini comme ça, on prend chaque élément de l'ensemble et on le multiplie par ce nombre-là. Donc, on prend le petit a, et on le multiplie par chaque X de notre ensemble. Si on veut ajouter, donc faire une translation d'un ensemble, X plus B, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend le B, puis on l'ajoute à chaque élément de X, notre grand X. Chaque élément de notre ensemble. Donc, maintenant, ayant défini les Cn, l'ensemble de Cantor c'est défini comme l'intersection de tous les petits Cn, pour n égale 0 jusqu'à l'infini. Donc, ce qu'on va démontrer, c'est les points suivants. Le premier, c'est que on va montrer que les Cn qu'on a définis, dans le fond, c'est une famille décroissante d'ensemble. C'est-à-dire que Cn est toujours inclus dans le précédent. Puis ensuite, on va montrer que C est un sous-ensemble compact. Et enfin, on va montrer que C est différent du vide. Parfait. Donc, passons à A. Donc, comment on va faire ça, le A? On va procéder, dans le fond, par induction. Donc, on va commencer par la première pour n égale 1. Donc, n égale 1. Donc, qu'est-ce qu'on veut montrer? C'est que C1 est un sous-ensemble de C0. Est-ce que c'est bel et bien le cas? Donc là, ici, hein, on peut faire un petit calcul. C'est quoi C1? Puis voir est-ce que ça appartient toujours à C0? Ou on peut juste partir avec un élément de C1, utiliser la définition, puis voir si c'est toujours dans C0. Donc, on va faire ça. Des fois, si jamais vous savez pas comment faire, on peut faire un petit dessin. Hein. Ça l'aide toujours. Si on prend C0, qui est dans le fond l'intervalle de 0 jusqu'à 1, sur la droite réelle. Donc ça, c'est C0. Donc on va mettre en bleu. C'est C0. Donc, ensuite, on peut se faire un autre petit dessin. Pour C1. Oups. Pour C1. La misère. Pour C1. On a tout outil qui est fait pour ça. Donc, on va mettre 0 et 1. Et donc là, comment qu'on va faire pour obtenir notre C1? C'est ici, c'est C0 et notre C1. Donc, C1, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va multiplier chaque élément de l'ensemble précédent, donc C0, par un tiers. Donc, tous ces éléments-là, entre 0 et 1, vont être multipliés par un tiers. Donc, finalement, le 0 va être envoyé sur 0, puis le 1 va être envoyé sur le nombre 1 tiers. Donc, la première partie hein, de notre C1, c'est ça ici. Ensuite, si on regarde l'autre partie, 1 tiers de Cn-1 plus 2 tiers. Donc, si on regarde ça, ben, en multipliant par un tiers, on va tomber sur le petit intervalle mauve. Et faisant 2 tiers, mais on va ajouter 2 tiers à tous ces nombres-là. Donc, le 0 va être rendu à 2 tiers. Et 1 tiers plus 2 tiers, ça fait 1. Donc, l'autre partie qui manque à notre C1, c'est celle-là ici, de 2 tiers à 1. Donc, à partir du dessin, on peut bien voir que notre C1 est inclus dans C0. Donc, c'est plausible ce qu'on a démontré. Donc, on va le faire rigoureusement. Donc, soit X appartenant à C1. Donc,
appartenir à C1, ça veut dire que X est soit dans un tiers de C0 ou un tiers de C0 plus 2 tiers. Donc, on a deux cas possibles. Hein? Deux cas. Donc, le premier, c'est que X est dans un tiers de C0. Donc, qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça veut dire être dans un tiers de C0? Ça veut dire qu'il y a un T qui appartient à C0, et que X égale à un tiers de T. Si on regarde la définition, hein, on applique ça avec X égale à C0 et A égale à un tiers. Donc, il existe un T qui appartient à C0, tel que X égale à un tiers de T, donc T sur 3. Et là, T est dans C0, ça veut dire que T est entre 1 et 0. Donc, si on divise par 3, ça fait T sur 3 est plutôt égal à 1 tiers, puis on égale à 0, et donc que X est plutôt égal à 0, et compris entre 0 et 1 tiers, et donc que X appartient à 0, 1 tiers, mais en particulier, hein, X étant entre 0 et 1 tiers, bien, X est aussi entre 0 et 1, et ça c'est un sous-ensemble de, dans le fond, ça c'est exactement C0. Donc, on a déduit que X est dans C0. Donc, si X est dans C1, il est dans C0. Puis, le deuxième cas, c'est que X appartient à un tiers de C0 plus 2 tiers. Parce que là, on fait le même raisonnement. Il va exister un T dans C0 tel que X va être égal à T sur 3 plus 2 tiers. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait les mêmes types de manipulations, mais la seule différence, c'est qu'on va ajouter 2 tiers. Donc, on a toujours notre T qui est entre 0 et 1. Donc, en divisant par 3 en premier, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 0 jusqu'à 1 tiers. Donc, T sur 3 va être compris entre 0 et 1 tiers. En ajoutant 2 tiers, mais ça nous fait en sorte que T est compris entre 2 tiers et 1. Donc, nécessairement, je vais sauter la partie qui est dans 0, 1 tiers, et ce serait dans l'intervalle 2 tiers à 1. Donc, automatiquement, s'il est entre 2 tiers et 1, mais il est dans l'intervalle 0, 1. Donc, X appartient à l'intervalle 0, 1, qui est égal à C0. Donc, ici, on a un point arbitraire de C1 dans le deuxième cas, qui nous donne aussi un point dans C0. Donc, ici, C1 est inclus dans C0. On est rendu à l'induction. Donc, l'induction, c'est l'idée, c'est, on suppose que c'est vrai pour n, puis on montre que c'est vrai pour n plus 1. Donc, supposons que Cn est inclus dans Cn-1, un certain n, ici, pour un certain n dans les naturels. Montrons que Cn plus 1 est inclus dans Cn. Donc, le raisonnement va être très semblable à celui qu'on vient de faire. Donc, on va se prendre un x dans Cn plus 1, on va montrer que x est dans Cn. On va juste utiliser l'expression de Cn plus 1 qui est définie en termes de Cn. Donc, si soit x appartenant à Cn plus 1, donc ça veut dire que x appartient à un tiers de Cn union un tiers de Cn plus 2 tiers. Donc, on obtient ça. Donc, le raisonnement est très semblable. Hein? Donc, on va se prendre un x dans le premier cas, un tiers de Cn, et un x dans le un tiers de Cn plus 2 tiers. Donc, on va faire ça. Donc, soit, il y a deux cas, hein? Donc, deux cas possibles. Deux cas possibles. Donc,
premier, c'est que X est dans un tiers de Cn. Donc, ça veut dire qu'il existe un T appartenant à Cn, tel que X égale à T sur 3. Mais, par hypothèse, Cn est dans Cn-1. Donc ici, hein, l'hypothèse nous garantit que T est dans, il existe un T dans Cn-1, tel que X égale à T sur 3. Et ça veut dire, si X est dans T sur 3 avec un T dans Cn-1, ça veut dire que X est dans un tiers de Cn-1. Et ça, c'est quoi? C'est une partie de Cn. Donc, on conclut que X est dans Cn. Même chose ici, hein, pour 2, si X, le deuxième cas, dans un tiers de Cn plus 2 tiers, mais ça veut dire qu'il y a un T dans Cn, tel que X égale à T sur 3 plus 2 tiers. Et là encore, hein, Cn étant inclus dans Cn-1 par hypothèse d'induction, c'est-à-dire qu'il existe un T dans Cn-1, tel que X égale à T sur 3 plus 2 tiers. Et donc, si on a un T qui est dans Cn-1, pour lequel X s'exprime comme un tiers de ce T-là plus 2 tiers, ben, ce X-là est dans un tiers de Cn-1 plus 2 tiers. Et ça, c'est une des parties de Cn. Donc, on voit que, encore une fois, on est dans Cn. Donc, dans tous les cas, X appartient à Cn. Donc, Cn plus 1 est bel et bien inclus dans Cn. Puis on peut conclure par induction. Bref, par induction. Cn est inclus dans Cn-1 pour tout nombre naturel. Good. Donc ça c'est A. Passons au B. Donc si on revient pour le B, qu'est-ce qu'on nous demandait? C'est de montrer que l'ensemble, donc là on a montré que chaque Cn est inclus l'un dans l'autre. Maintenant, c'est de montrer que C est un sous-ensemble compact. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Si on va utiliser le fait que, dans le fond, 4 par 4.11, hein, si on prend l'intersection d'ensemble compact, ben, ça nous donne un ensemble compact. Okay? Donc, on va faire ça. On va montrer que chaque Cn est compact pour nous donner une intersection d'un Cn qui est un compact. Donc, pour faire ça, on va procéder par induction. Donc, ici, il y a B. Donc, B, on va faire par induction. Donc, supposons par induction, hein, donc, n égale 0. Donc, C0 c'est égal à un intervalle 0,1. Bien, ça ici, c'est un intervalle, dans le fond, c'est fermé et borné. Donc, on est dans R, hein, avec la métrique euclidienne. Eh bien, ça nous dit que C0 est compact par le théorème de Heine-Borel. Donc, ça, c'est simple. Hein? Donc, maintenant, attention à l'induction. Et pour l'induction, on va utiliser un petit truc. Donc, supposons que Cn est compact pour un certain naturel union 0. Puis on veut montrer, hein, qu'est-ce qu'on a à montrer ici? C'est que le prochain, Cn plus 1, va être aussi compact.
Donc là, l'idée, c'est qu'on va en fait utiliser euh, le fait que Cn plus 1 s'exprime comme le tiers de Cn plus le tiers de Cn plus 2 tiers. Et ensuite, on va exprimer ça comme l'image d'une fonction continue. Et on sait que l'image d'un compact est un compact. Et ensuite, l'union de compact va rester compact. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc ici, hein, dans le fond, par définition, Cn plus 1, c'est un tiers de Cn, union, un tiers de Cn plus 2 tiers. Et c'est là qu'on va voir que cette première partie-là, ça va être l'image d'une certaine application continue. Et celle-là, ça va être aussi l'image d'une certaine application continue. Donc, commençons par le 1 tiers de Cn. Donc ici, hein, si on pose, dans le fond, f de x comme étant égal à 1 tiers fois x, ben pour x un réel, et ça c'est une application continue, et en plus, c'est 1 tiers de Cn, si on exprime par la définition, c'est 1 tiers de t avec t dans Cn. Et si on regarde ça, c'est exactement l'image de Cn par l'application f. Donc ça nous donne f de Cn. Et puis là, f, c'est une application linéaire affine qui est continue. Donc, l'image compact va être compact. Donc, comme f est continue, eh bien, ça implique que f de Cn, f de Cn est compact, et donc, un tiers de Cn est compact. Et on va répéter le même argument pour la deuxième partie. Donc là, on pose cette fois-ci une nouvelle fonction g de x qui est égale à 1 tiers de x plus 2 tiers pour x un nombre réel. C'est là que ça va être utile de faire ça parce qu'on peut remarquer que 1 tiers de Cn plus 2 tiers, ben c'est en fait 1 tiers de t plus 2 tiers pour un t dans Cn. Et ça, quand on regarde les éléments de cet ensemble-là, 1 tiers Cn plus 2 tiers, ben, ça correspond exactement à l'image d'une fonction g de Cn. Donc, g de Cn. Et puis là, ça, g, c'est une fonction affine. Donc, c'est continu. Et donc, l'image va être un compact aussi. Donc, comme g est continu, eh bien, ça implique que g de Cn est compact. Parce que rappelez-vous, l'hypothèse d'induction, c'est que Cn est compact. Et donc, que 1 tiers de Cn plus 2 tiers est compact aussi. Donc voilà, ça règle la question pour les Cn parce que si on fait l'union de compact, ça donne un compact. Hein, c'est un compact, c'est borné fermé, l'union d'un ensemble borné, ça reste borné, et l'union d'un fermé reste fermé. Donc, ça veut dire que Cn plus 1 étant l'union, 1 tiers de Cn, union, 1 tiers de Cn plus 2 tiers est compact. Parfait, donc on vient de montrer la partie induction. Bref, ceci veut dire que Cn est compact pour tout n, un nombre naturel, avec, on a mis 0 aussi. Donc, parfait. Et donc, par l'exercice 4.11 qui disait dans le fond que l'intersection d'ensemble compact reste compacte, ici par 4.11, l'intersection des Cn pour n égale 0 jusqu'à l'infini
est compact. Et voilà, ça termine le B. Et le C, si on revient, donc le C, montrer que l'ensemble de Cantor est non vide. Donc on va montrer ça. Rien ne nous empêche qu'on a des intervalles qui sont emboîtés l'un dans l'autre, décroissants, c'est-à-dire que un ensemble est inclus dans le précédent. Ben, rien ne nous empêche que, à la limite, en prenant l'intersection, et rapetisse, c'est un exemple. Si je prenais ça, hein, ça donne toujours l'ensemble vide. Donc, tu sais, prendre l'intersection d'ensemble de manière arbitraire, hein, ça peut donner du vide. Mais quand on prend des compacts, en fait, si les compacts sont non vides, nécessairement, par l'exercice, je crois 4.12, nécessairement, l'intersection de compacts non vides va demeurer non vide. Puis en fait, on va montrer que si n a un élément en commun, on sort encore plus simple en fait que, on va montrer en fait que 0 appartient à Cn pour tout n, et donc 0 va appartenir à l'intersection, et donc ce sera non vide. Faisons ça, et pour faire ça, on va faire par induction. Donc, on va montrer, dans le fond, que 0 appartient à Cn pour tout n dans le naturel, puis on a un 0 qu'on doit traiter. Donc, le cas de base n égale 0, ben, C0, c'est l'intervalle 0 jusqu'à 1. Donc, bien sûr, 0 appartient à C0. Donc, là, on va faire l'induction. Ça, c'est le cas simple. Maintenant, le cas moins simple. Supposons que 0 appartient à Cn pour un certain n entier plus grand ou égal à 0. Là, ici, hein, qu'est-ce qu'on veut montrer? À montrer, c'est que 0 est dans Cn plus 1. Donc, pour montrer que 0 est dans Cn plus 1, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'utiliser l'expression de Cn plus 1 en termes de Cn et en déduire quelque chose. Donc là, on sait pour que 0 appartienne à Cn plus 1, eh bien, il faut que 0 appartienne à 1 tiers de Cn ou 0 appartient à 1 tiers de Cn plus 2 tiers. Hein? Parce que on vit au pont, faut pas oublier que Cn plus 1, par définition, c'est 1 tiers de Cn union 1 tiers de Cn plus 2 tiers. Donc on utilise cette définition-là, ça va nous aider pour faire l'induction. Et puis là, dans le fond, pour montrer que 0 est dans Cn plus 1, mais il suffit de trouver un t pour lequel on peut exprimer 0 comme 1 tiers de t ou comme 1 tiers de t plus 2 tiers. Et puis là, c'est là l'astuce, hein. 0 étant dans Cn, là, je peux prendre t égale à 0, t étant égal à 0 qui est dans Cn par l'hypothèse d'induction. Ça veut dire que 0 va pouvoir s'exprimer comme t divisé par 0, 0 divisé par 3, et parce qu'il est dans Cn, et ça c'est dans 1 tiers de Cn, parce que 0 se trouve dans Cn. Et donc, 0 est dans Cn plus 1. Donc ça termine l'induction. Et donc, bref, 0 appartient à Cn pour tout n entier plus grand ou égal à 0. Et comme c'est le cas que c'est pour tout n, on a un élément en commun. Donc, 0 est dans l'intersection des Cn pour n égale 0 jusqu'à l'infini. Et donc, que notre ensemble de Cantor est différent du vide. Et ça termine la démonstration. Pour cet exercice-là, maintenant, je vais passer à des notions de connexité. Exercice 5.1 dans le chapitre 5. Donc ça, c'est sur la connexité. Donc, le numéro comme suit. On a un espace métrique XD. On dit qu'un X dans grand X est isolé
si on peut trouver une boule ouverte autour de x de rayon R, pour lequel cette boule ouverte-là est juste égale à x. Et donc, on va dire que notre espace métrique ou l'ensemble x est discret si tous ces éléments sont isolés. Donc, l'exercice que ça nous demande de faire, c'est que si on a un espace métrique xd où l'ensemble x est discret et avec au moins deux éléments, est disconnexe. Donc, on veut montrer que ça, c'est disconnexe, un ensemble discret avec au moins deux éléments. Donc, la première chose à faire ici, c'est, dans le fond, hein, si on veut montrer que c'est disconnexe, il faut réussir à écrire x comme l'union de deux ensembles ouverts disjoints non vides. Hein? Disconnexe. Disconnexe. On va écrire juste un petit rappel, là. C'est d'écrire x. Dans le fond, il existe O1, O2, ouvert, disjoint, non vide, des ouverts de grand X, tel que grand X s'écrit comme l'union de ces deux ouverts. Et donc là, l'idée, c'est que X possède au moins deux éléments. Mais en plus, c'est un ensemble discret. Donc, si on se fait une petite image, on a notre ensemble X qui va ressembler à un nuage de points. Et on peut toujours tracer une boule ouverte autour qui va toucher à aucun autre élément de l'ensemble. Ça ressemble à ça, notre ensemble. Donc, tous ces petits points-là sont isolés. Donc, il n'y a aucun ami qui va être aussi proche que l'on veut d'eux. Donc, ils sont assez éloignés l'un de l'autre. Donc, on va utiliser cette petite astuce-là pour montrer qu'en fait, les singletons de l'ensemble, c'est des ensembles ouverts. Puis après ça, on va séparer notre ensemble X entre l'union d'un certain nombre de points, puis l'autre, le reste, dans le fond. Donc, c'est ça qu'on va faire. Puis quand on va avoir deux points distincts, on va avoir au moins deux singletons qui vont jouer le rôle d'ouvert, qui va séparer notre ensemble. Donc, c'est ce qu'on va faire. Parfait. Donc là, l'idée, cette fois-ci, c'est, on va montrer. Donc, montrons que un singleton X est ouvert pour tout X dans le grand X. Et là, ça sera assez simple, parce que si on se prend un X, un grand X, alors il existe un R indice X qui gagne 0, donc c'est juste un rayon, hein, tel que la boule dans l'espace métrique X centrée en X de rayon R indice X est égale à notre singleton. Et on sait que la boule ouverte est toujours un ensemble ouvert dans un espace métrique, donc l'ensemble X est ouvert. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, je vais me prendre deux points distincts et je vais créer l'ensemble de, dans le fond, l'ensemble qui contient un singleton X. Puis je vais prendre le restant. Je sais que le restant, il va en avoir au moins un élément parce que mon ensemble a au moins deux éléments. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre deux, soit X, Y, dans le grand X, tel que X est différent de Y. Et puis, c'est là qu'on va faire un pas un recouvrement, mais on va créer deux ouverts, disjoints non vides, tel que c'est égal à X. Donc là, on va définir un premier ouvert, posons O1 est égal à juste le singleton X, et posons O2 comme étant juste grand X moins X. Et puis là, l'idée, c'est, on doit vérifier que O1 est non vide, O2 est non vide, ensuite qu'ils sont disjoints et que leur union donne grand X.
non vide. Le O1 est assez évident, c'est non vide. Si on a pris un élément, on en a au moins deux, un deuxième aussi, Y. Donc O1 est bien sûr évidemment différent du vide. Euh, Maintenant O2, est-ce qu'il est différent du vide? Eh bien oui, parce qu'au moins Y appartient à O2. Donc O2 est différent du vide. C'est à cause qu'on a au moins deux éléments. Ensuite, c'est quoi qui restait? C'est que O1 union O2 est à X, mais ça aussi, hein, O1 union O2 est égal à grand X, bien entendu. Et est-ce que X moins le singleton petit x est un ouvert de grand X? Eh bien oui, chaque singleton, en fait, est un fermé d'un espace métrique. Et prendre le complémentaire d'un fermé nous donne un ouvert. Donc ici, hein, O2 est ouvert comme complément d'un fermé. Et donc, grand X est disconnexe. Et voilà, on a terminé. C'est aussi simple que ça. On peut passer au prochain. Fait 5.5. Montrer que tout sous-ensemble dénombrable S avec au moins deux éléments est totalement disconnexe. B. En déduire que l'ensemble des nombres rationnels est totalement disconnexe. OK. Donc là, on parle de totalement disconnexe. Donc, on va faire des petits rappels de composantes, puis ensuite que chaque composante est un singleton. Donc, la première chose, c'est quoi une composante? Connexe, hein? Composante connexe. Bien, une composante connexe, c'est un sous-ensemble connexe de notre espace métrique XD tel que il n'existe aucun autre ensemble connexe qui le contienne proprement. Donc ici, hein, c'est-à-dire que il n'existe pas composante D sous-ensemble connexe tel que C est un sous-ensemble propre de D. Et 2, on veut montrer, pas montrer, mais 2, définir la totalement disconnexe. Donc, totalement disconnexe. Donc, ce que ça veut dire, ça être totalement disconnexe, c'est que toute composante connexe est un singleton. Où les seules composantes connexes sont les singletons. Donc, si on se prend une composante arbitraire, nécessairement, c'est un singleton. Donc, on va commencer avec nos parties, hein, avec nos définitions qu'on a. Donc, A, montrer que tout sous-ensemble dénombrable S avec au moins deux éléments est totalement disconnexe. Et B, en déduire que Q est totalement disconnexe. On va se prendre soit S sous-ensemble de R dénombrable. Là, qu'est-ce qu'on va montrer, c'est que si je prends un sous-ensemble connexe de S, eh bien, nécessairement, ça doit être un singleton. Ça peut pas être autre chose. Okay? Donc, je vais me prendre un sous-ensemble de S qui a au moins deux éléments, donc c'est pas un singleton, soit E sous-ensemble de S, un sous-ensemble avec au moins
2 éléments. Mais là, E est dans S, hein? Donc, nécessairement, il est dénombrable. Là, l'exercice qui est à faire à 5.2, on sait que un sous-ensemble qui est dénombrable, ou un sous-ensemble dénombrable des nombres réels, est nécessairement disconnexe. Donc ici, nécessairement, par l'exercice 5.2, l'exo 5.2, E est disconnexe. Et donc là, qu'est-ce qu'on vient de dire? Ben, direct dans un exercice, on vient de dire que tout sous-ensemble qui a au moins 2 éléments, sous-ensemble de S qui a au moins 2 éléments, est nécessairement disconnexe. Donc, les seuls connexes sont les singletons pour X dans S ou l'ensemble vide. Mais on sait par une remarque dans les notes de cours que l'ensemble vide ne peut pas être une composante. Ainsi, les seules composantes connexes sont les singletons. Et donc, S est totalement disconnexe. Et maintenant B. Donc B, on doit utiliser le résultat qu'on vient de montrer pour montrer que Q est totalement, les nombres rationnels, est totalement disconnexe. Mais là, on va recourir au cours nombre et structure. Hein. Nombre et structure nous dit que l'ensemble des nombres rationnels est dénombrable. Donc, par A, ça implique que Q est totalement disconnexe. Bien sûr, c'est avec la métrique euclidienne qu'on travaille en termes des sous-ensembles de R. Et voilà, on a terminé cet exercice-là. Et en fait, on a terminé l'ensemble du travail pratique. Donc, je vais m'en tenir à ces numéros-là et on va continuer au prochain cours la notion de connexité. Donc, on se voit mercredi en après-midi et n'oubliez pas d'aller à la rencontre de l'évaluation du programme qui est pour vous en après-midi. Donc, allez-y, allez donner votre opinion, c'est important qu'on puisse changer le programme pour encore plus satisfaire nos étudiants. Puis on se voit mercredi en après-midi. Bye bye.